Bonjour et bienvenue sur le plateau du Zaptic, votre émission d'actualité, votre émission politique, l'émission de votre territoire. Bonjour à Maïté Berin qui est journaliste et qui m'accompagne. Bonjour Salut Philippe. Maïté, tout va bien? Très bien, et toi? Bah écoute, parfait. Nous recevons aujourd'hui, alors, tu vas être intéressé, quelqu'un dont la ville est plus connue pour son aéroport finalement que pour ses landes, son aéroport même pas construit. Il s'agit de Jean-Paul Naud, monsieur le maire de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour. 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 On peut vous appeler monsieur le maire ou Jean-Paul Naud, ça ira? Jean-Paul Naud, c'est très bien. C'est parfait. Sans aucun problème. Alors Jean-Paul Naud, nous merci d'être avec vous, merci d'avoir accepté notre invitation ici au Quai 101 à Sucé-sur-Art qui nous accueille. Vous avez 53 ans, vous corrigez si je dis une bêtise. 55. 55, je vous rajeunis, vous aurez dû rien dire. Bien. Alors 55, vous êtes le père de 3 jeunes filles, vous êtes cadre bancaire, maire de Notre-Dame-des-Landes depuis 2008. Depuis 2008. Réélu en 2014, Voilà. donc vous en êtes à votre second mandat. Vous avez toujours voulu faire de la politique, Jean-Paul Naud? Non, pas du tout. Alors d'abord, c'est pas de la politique. Je pense que gérer des communes comme, de 2000 habitants comme Notre-Dame-des-Landes, c'est plutôt de la gestion en fait, plus que de la politique. Alors après, c'est vrai que c'est une commune un peu particulière avec, comme vous dites, non pas un aéroport, mais un projet d'aéroport. Donc on en est toujours à l'état de projet aujourd'hui. Donc, et je n'ai pas d'ambition, j'allais dire, nationale ou autre, non, politique. Et là, vous pourriez changer les choses pour l'aéroport. Oui, tout à fait, non, pas du tout. C'est ça. Et effectivement, la ville est plus connue quand même pour son aéroport que pour ses landes. Tout à fait. C'est peut-être dommage, on va en C'est parler. peut-être dommage, voilà. Ça doit quand même pas être simple d'être maire de Notre-Dame-des-Landes, ça doit être quand même compliqué, parce que toute la France connaît Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, mais pas la ville. Alors ça a été compliqué plutôt dans le mandat précédent, puisque aussitôt après mon élection en 2008, il y avait le décret d'utilité publique qui était sorti juste avant, le 9 février 2008. Donc il y avait une très forte actualité et c'est un sujet très très chronophage pour une commune comme Notre-Dame-des-Landes. Alors qu'aujourd'hui, depuis l'élection de mars 2014, même s'il y a des déclarations au niveau national par le président de la République ou le Premier ministre, on n'a pas d'actualité, j'allais dire, au niveau local. On n'a pas de réunion comme on avait à une époque au conseil régional ou à la préfecture. Aujourd'hui, c'est plutôt le calme plat aujourd'hui. Donc c'est les autres qui s'excitent un peu tout seuls peut-être Alors après, c'est très très difficile de dire ce que deviendra ce projet. Personnellement, mais vraiment personnellement, je pense que c'est un projet qui ne bougera pas d'ici 2017. Après, c'est plus difficile à dire. Mais plus on attendra dans ce projet, je vous rappelle qu'il a 50 ans cette année, plus on attendra dans ce projet, plus ce sera compliqué et difficile de le faire. Effectivement, il a 50 ans, même un peu plus, parce qu'il faut savoir qu'il y avait déjà un aéroport allié pendant la Seconde Guerre mondiale, un aéroport de l'OTAN après. Donc il y a quand même une histoire. C'était pas un aéroport, une longue tradition. c'était une piste d'atterrissage sur prairie. Déjà. On n'est pas tout à fait un aéroport. Non, il y avait quand même une idée. Voilà. Alors, moi justement, je vous envie en fait. Vous êtes maire donc, de Notre-Dame-des-Landes et chaque année, Notre-Dame-des-Landes se singularise par une exposition importante, le Landart. Tout à fait. On voit les habitants qui se mobilisent, on voit dans les jardins des habitants, les écoles, les associations. Alors, racontez-moi un peu, parce que Notre-Dame-des-Landes, on en parle effectivement partout, le Landart, on en parle moins. Et moi, je trouve ça très frustrant, parce que c'est la seule manifestation sur le territoire à cette dimension-là. Deux mois d'exposition, un parcours sur plusieurs kilomètres, je crois. Donc, racontez-moi un peu le Landart. Tout à fait, puisque le Landart a eu 10 ans l'année dernière, en 2014. Il a été créé en 2004 par le conseil municipal de l'époque. Donc à l'époque, moi j'étais simplement conseiller municipal. Il avait été créé par le maire, les adjoints et puis le conseil municipal. Donc ça avait été impulsé par le conseil et après ce sont des personnes, des gens de Notre-Dame-des-Landes qui ont pris la suite, qui aujourd'hui composent le bureau du Landart. Et c'était une idée originale. Et je trouve que c'était complémentaire un petit peu avec quelque part ce projet d'aéroport, parce que dans le projet d'aéroport, on veut plutôt détruire des espaces naturels, des landes, etc. Et en fait, le Landart fait revivre ces paysages auxquels on tient et pour lesquels on se bat. Complètement, et on les découvre au fil à mesure. On part du centre de la commune et on découvre. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres? Parce qu'il y a une année où des artistes extérieurs sont venus. Moi, je me rappelle d'un oiseau en grillage blanc, c'était juste magnifique. Alors, tous les ans, il y a des professionnels, il y a un ou deux professionnels qui viennent, et puis après, ce sont les particuliers, les habitants qui font leurs œuvres. Et l'année dernière, c'était les 10 ans, donc tous les artistes qui avaient invité depuis 10 ans sont venus. Donc, je ne sais pas si vous étiez présents, mais c'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment des belles œuvres, et puis, comme tous les ans. Et j'espère que l'aventure va continuer. Alors je sais que c'est difficile au niveau des associations dans les villages comme Notre-Dame.
les gens ont du mal à s'investir et quelquefois on a du mal à renouveler les bureaux des associations. Alors j'espère que le Landard va continuer à vivre, puis bon, je le saurai prochainement puisqu'il y a son assemblée générale vendredi soir. Donc l'appel est lancé. L'appel est lancé. Voilà. C'est très dommage qu'on occulte le sujet dont on a été vient de parler et qu'on pense aéroport systématiquement et s'occupe de tout le reste. Alors c'est vrai, mais c'est vrai que le projet d'aéroport occupe souvent tout le reste, alors que c'est une commune, comme toutes les autres communes, on a un fort tissu associatif, puisqu'on a 26 associations qui vivent vraiment. On rappelle 2000 habitants. Voilà, tout à fait, il y a 26 associations, mais qui vivent vraiment, dont l'association du Landard. Et sinon c'est vraiment une commune comme les autres, avec ses projets communaux, avec les projets intercommunaux, puisqu'on vit dans la communauté de communes ardégèvres. Mais c'est vraiment une commune comme les autres. Et occultée par l'aéroport. Alors justement, sur les 2000 habitants, on le voit, il n'y a pas une grosse progression depuis 20 ans quand même, au niveau de l'habitant. Quand vous signez aujourd'hui, quand on achète un terrain, même il y a 15 ans, il y a 20 ans, est stipulé sur le document qu'un aéroport doit se faire, on est d'accord? Tout à fait, je l'ai vécu puisque moi je suis landais depuis 20 ans, j'ai fait construire en 1995. Donc à l'époque, le projet d'aéroport dormait complètement. C'est Jospin qui l'a réveillé après en 2000. Et donc on m'avait averti effectivement qu'il y avait un projet d'aéroport, donc je m'étais renseigné et finalement j'ai choisi de faire construire à Notre-Dame-des-Landes, de vivre à Notre-Dame-des-Landes. Et moi je dirais au contraire que les constructions se sont accélérées à Notre-Dame-des-Landes depuis que le projet d'aéroport a été relancé. On a plus de construction aujourd'hui depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, qu'avant dans les années 90. Un attrait économique? Il y a des gens, parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi des personnes qui sont pour le projet d'aéroport, qui pensent que ça va apporter de l'activité économique, etc. Et il y a certainement des personnes qui ont fait construire dans l'optique de l'arrivée du projet d'aéroport. D'accord. Du coup, vous parlez de développement de votre commune, d'entreprise, etc. Vous aimeriez, vous, forcément, en tant que maire, qu'il y ait plus de commerce, d'entreprises, des zones d'activité, etc. Et là, bingo, hop, un aéroport. Est-ce que c'est pas étonnant de se dire, de cracher sur un tel pactole, finalement? Alors, à l'échelle d'Erdre-et-Gèvres, c'est vrai que on a un programme de développement de zones économiques. Alors, il y a des zones économiques stratégiques, comme les raids Grand Hay, Oui. ou comme la pancarte à Nord-sur-Erdre, ou les zones de Vigneux. Et puis, nos communes à nous, on aura des zones d'activité de proximité pour nos artisans, les toutes petites PME. Et là, sur l'aéroport amènerait beaucoup plus d'entreprises, de commerce, d'activités. Du coup, un pactole. En plus, vous êtes cadre bancaire, vous voulez savoir comment ça marche. C'est exceptionnel. Alors, c'est vrai que si on raisonne uniquement en termes de développement économique, ça boosterait complètement toute la zone de Notre-Dame-des-Landes et une commune les plus riches tout le nord de l'agglomération. Sauf qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on travaille d'une manière différente. On a tous entendu parler qu'on veut maîtriser l'étalement urbain. À Nantes, dans l'agglomération nantaise, Nantes et les autres communes de l'agglomération le font très bien. On voit bien le tout gros projet de l'île de Nantes où on va reconstruire la ville sur la ville, sur les anciennes zones. Voilà, on repense la ville sur la ville. Donc je pense que ce qui peut être fait à Nantes, on peut le faire également au nord de Nantes. Parce que si on construit l'aéroport au nord de Nantes, ce sera un accélérateur d'étalement urbain. Inévitablement, autour de Nantes, autour de Notre-Dame-des-Landes, de Vigneux, etc., on aura du mal à maîtriser l'étalement urbain. Et je pense qu'avec les objectifs que se sont fixés les porteurs du projet, moi je vous rappelle que c'est 9 millions de passagers en 2050. C'est pas 50 millions. Non, tout à fait. C'est 9 millions. Là, on voit l'UMP qui commence, l'UMP au niveau départemental, qui demande à accélérer le projet, puisque l'aéroport est saturé, les chiffres 2014 sont tombés, et voilà, l'UMP saute dessus tout de suite, effectivement. Oui, alors si l'aéroport est saturé aujourd'hui avec puisqu'on dépasse légèrement 4 millions de passagers, d'abord je précise qu'on ne raisonne pas en nombre de passagers, mais en nombre de mouvements. Le nombre de mouvements, il ne demande pas. Mais en nombre de passagers, effectivement, on a dépassé les 4 millions, donc il faudra m'expliquer pourquoi, à Notre-Dame-des-Landes, on veut construire dans une première étape un aéroport de 4 millions de passagers avec un aérogare qui serait plus petit que celui actuel. Vous connaissez les chiffres, vous connaissez les superficies, ça a été dévoilé dans la presse. Donc je vois pas très bien l'intérêt de construire l'aérogare dans la première étape qui est prévue aujourd'hui. Et j'en reviens moi à la vie au niveau de l'agglomération nantaise, que je raisonne moi, sur un autre domaine que simplement Notre-Dame-des-Landes. À l'échelle de l'agglomération nantaise, l'aéroport actuel est beaucoup mieux situé. On sort du périph', on est tout de suite sur l'aéroport.
Et on peut l'optimiser pour arriver peut-être un jour à 9 millions de passagers en 2050, j'en sais rien. Mais je pense que si on ne veut que 9 millions de passagers en 2050, l'aéroport actuel peut être optimisé, on peut travailler sur cet aéroport. Alors justement, Philippe parlait de développement économique. Philippe Peuzena disait il n'y a pas très longtemps que vous allez avoir une nouvelle zone artisanale. À Notre-Dame-des-Landes ? Oui. Tout à fait, il y a un terrain qui est effectivement zoné dans le PLU qui a été approuvé en décembre 2013. Et j'ai commencé à travailler effectivement avec Philippe Peuzena sur ce projet pour une étude de faisabilité au deuxième semestre 2015. Juste précisons, Philippe Peuzena, En maire de Casson voilà. et vice-président d'Erdegem, notamment en charge du développement économique. Voilà. On a travaillé avec lui parce qu'effectivement, sur Notre-Dame-des-Landes, il y a un petit réseau d'artisans qui travaillent chez eux et il n'y a jamais une zone d'activité. Alors, qu'on défende les terres agricoles, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi avoir une zone d'activité. Donc, c'est une zone d'activité qui est de ce qu'on appelle de proximité, qui va accueillir des artisans ou des toutes petites PME. Ce ne sera pas une zone d'activité, comme je le disais tout à l'heure, stratégique au niveau du territoire d'Erdegem. vous ne voulez pas trop d'entreprises en fait C'est pas trop d'entreprises, je ne raisonne pas à l'échelle de la commune, on raisonne à l'échelle d'Erdegem. Oui, vous êtes disponible. On a positionné nos zones d'activité stratégiques, notamment en bordure des deux voies express qui traversent le territoire. Et sur un territoire comme Notre-Dame-des-Landes, ce sera plutôt des zones de proximité. D'accord. Ça fait 30 ans, il y a cette zone qui arrive, mais ça fait 30 ans, on n'a pas l'impression de 30 ans d'inertie. Il y a peu de commerce quand même dans le bourg, il y a peu de services. Est-ce que c'est normal? Est-ce que politiquement, est-ce qu'un élu peut laisser une commune ne pas aider la commune à se développer? Alors, non, contrairement à ce que vous pensez, on aide la commune à se développer. Alors, il y a peu de commerce, c'est vrai, mais on arrive à les conserver. En 2013, le médecin a fait valoir ses droits à la retraite, il a trouvé un remplaçant, donc on a toujours un médecin dans Notre-Dame-des-Landes. L'année dernière, c'est le boucher qui a fait valoir ses droits à la retraite, on s'est tous organisés avec lui pour conserver un boucher. Donc il a trouvé un successeur et on l'a aidé à s'installer, y compris la collectivité, la commune. Donc aujourd'hui, on a toujours ces commerces. En termes de services, effectivement, il y avait un déficit de services, c'est clair, pour une commune de 2000 habitants. Alors il faut partir d'un principe, c'est que la commune de Notre-Dame-des-Landes a un budget très faible pour une commune de 2000 habitants. Parce que pas de dotation solidarité non plus, en fait. À partir du moment où effectivement il n'y a jamais eu de taxe professionnelle à l'origine, avant la création de la Erdegem à 12 communes au 1er janvier 2002, il n'y avait pas de TP, donc on n'avait pas d'attribution de compensation. Donc contrairement à d'autres communes de même taille. Et donc on a un budget très faible, donc il faut faire avec ce budget. En plus, cette année, on commence à ressentir les baisses de l'exploitation de l'État. Et donc moi j'ai toujours voulu travailler depuis 2008 sur d'abord réduire le déficit de services. On a commencé par l'enfance-jeunesse parce qu'on a quand même une commune où il y a beaucoup de jeunes. On a à peu près 300 élèves dans les deux écoles privées et publiques. Donc l'année dernière, on a construit la maison des jeunes. Actuellement, si vous passez dans le Bourg, vous verrez, il y a un chantier, donc c'est le futur pôle enfance-jeunesse qui va être terminé normalement premier quadrimestre 2016. Ensuite, on va passer à l'extension de l'école publique, il nous faut une extension de l'école publique, et le réaménagement interne du restaurant scolaire. Donc quand on aura fini, avant la fin du mandat j'espère, l'ensemble de ces projets, on aura déjà réduit un certain nombre de déficits de services. Alors après, c'est pas suffisant, effectivement, il y a encore d'autres services à mettre en place, mais on le fera en fonction de nos budgets. Et aussi, on a également un endettement qui est très très raisonnable. Donc depuis 2008, on a remboursé définitivement un certain nombre de prêts qui nous permettent aujourd'hui de réemprunter, notamment pour le pôle enfance-jeunesse. En tout cas, il y a des commerçants qui chez vous sont ravis. Je pense par exemple au pharmacien. Le pharmacien qui a vu ses ventes de préservatifs exploser, ses ventes de cachets contre les maux de crâne et la gueule de bois exploser. Donc, je parle évidemment des zadistes. Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que vous les fréquentez, ces zadistes? Comment ça se passe la relation avec eux? Et par exemple, est-ce que vous allez planter quelques patates avec eux, par exemple? Non, alors moi j'ai toujours fait la différence entre le combat historique des associations qui existent depuis longtemps, la DECA, la CIPA, le CDPA depuis 2009. J'ai toujours bien fait la différence entre ce combat républicain qu'on mène, puisqu'on le mène dans le cadre du respect des lois républicaines, et puis ce phénomène zadiste, comme on l'a appelé,
avec lesquels je n'ai absolument aucune relation. Non. Alors, ils occupent une partie de votre territoire et vous ne dialoguez pas avec eux. Je n'ai jamais dialogué avec eux, non, pas du tout. Et pourtant, vous êtes du même bord. Vous êtes du même bord. Contre l'aéroport. Alors on peut être contre un projet, mais ce que je viens de dire, on peut être contre un projet comme le projet d'aéroport dans le respect des lois républicaines. J'ai toujours respecté les lois républicaines. Et à côté, il y a effectivement une opposition qui est plus systématique, mais qui n'est pas contre le projet d'aéroport, mais quelque part plus largement contre la société elle-même. Donc pour moi, ce sont deux combats complètement différents. Et je n'ai aucun lien, aucune relation avec les existants. D'accord, même pas une plantation de patates. Justement, excusez-moi, est-ce qu'il n'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas d'intervention est-ce qu'on va vers une solution, alors pacifiste ou pas raison, ils empêchent quand même des gens de travailler sur le secteur, on sait qu'ils ont barré des routes, etc. Est-ce qu'on va vers une solution enfin ou pas? Alors la solution, elle ne viendra pas du maire de Notre-Dame-des-Landes, parce que je n'ai pas le pouvoir. Voilà, c'est l'État, c'est le rôle de l'État. Notamment, vous évoquez la route qui a été coupée à 281, c'est une départementale. Il n'est pas normal dans un pays comme la France qu'une route départementale reste coupée pendant des années. Mais là encore, malgré nos demandes souvent réitérées, c'est le rôle de l'État de pouvoir libérer cette route et de libérer également tous les terrains. Sujet trop sensible. Ah ouais, tout à fait, bien sûr. Un autre sujet qui celui-là n'est pas forcément sensible, mais qui ne doit quand même pas être simple pour vous, c'est votre relation avec Yvon Lerat. Vous êtes Yvon Lerat, donc le président de la CCEG de notre communauté de communes. Vous en êtes un des vice-présidents. Vous faites comment pour cohabiter avec Yvon Lerat, sachant que lui est pour et assumé pour cet aéroport, vous êtes contre? Comment ça se passe, les repas, les discussions Ça se passe. C'est simple. Ou alors on ne parle pas de ce sujet-là? Si. Ouais. Ça se passe très très bien avec Yvon Lerat. Je m'entends très bien avec lui, on a des projets communs pour l'intercommunalité, ça ne pose aucun problème. Il est pour l'aéroport, il s'en est expliqué. Oui. Moi je suis contre, je m'en suis expliqué également. Mais ça n'empêche pas. Là, si on reste dans un dialogue républicain, et il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, comme beaucoup de projets en France, à l'échelle de l'État ou à l'échelle du département ou à l'échelle de l'intercommunalité, ça n'empêche pas de travailler ensemble. Oui, pas faux. Je vous disais, vous êtes vice-président de la communauté de communes, notre CCEG. Vous avez une passion pour les déchets, Jean-Paul No, puisque c'est vous qui avez mis en place la gestion des déchets au sein d'Erdre et Gers. Alors, j'ai pas mis en place la gestion des déchets, parce qu'il y avait des déchets avant que j'arrive. Oui, bien sûr. Enfin, mais vous avez c'est vrai que optimisé. Non, c'est vrai, alors j'ai pas la passion non plus. Mais c'est un problème aujourd'hui dans une société de consommation comme la nôtre où on produit beaucoup de déchets. C'est un problème qu'il faut effectivement régler. Alors ce que j'ai mis en place, c'est pas la gestion des déchets, c'est plutôt la redevance incitative. Et je pense qu'effectivement, il y a eu des fortes oppositions sur cette redevance incitative. On a eu des réunions publiques très houleuses. Mais je pense qu'on a eu raison de mettre en place parce que finalement les gens ont commencé à changer leurs habitudes, à bien trier leurs déchets et on a économisé plusieurs milliers de tonnes de déchets enfouis et on les a triés, etc. Et je pense qu'il va falloir qu'on continue à aller dans ce sens-là. Et je pense qu'on a été une des premières dans la région et je pense que de plus en plus les communautés de communes y viennent et qu'un jour ça deviendra une obligation et je pense qu'on a anticipé, on a pas mal fait. Alors là, je crois quand même que vous faites un portrait drôlement idyllique de la situation, parce qu'effectivement, les chiffres parlent, c'est très bien, mais nous avons quand même des déchets de plus en plus jetés à droite à gauche, par des citoyens effectivement qui ont été mécontents. Je vous rappelle que quand ils ont été mécontents, ils ont jeté des poubelles devant les mairies. Aujourd'hui, ils jettent sur des sites un peu comme ça à la voile. On trouve des sacs poubelles au pied des centres de tri, des décharges sauvages. On trouve au pied des poubelles. On trouve également quelques incendies, enfin pas des incendies, mais vous savez, les particuliers brûlent dans leur jardin leurs déchets, les gendarmes interviennent. Donc la situation, elle n'est pas si idyllique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Excusez-moi, mais on sait quand même que la mise en place de la redevance incitative, il y a la part fixe qui est sur la nouvelle déchetterie. Vous aviez la part fixe, donc c'est la déchetterie, c'est la gestion des déchetteries. Alors, la redevance incitative, ça couvre l'ensemble du financement de la problématique des déchets, c'est-à-dire la collecte des déchets, donc des poubelles, des ordures ménagères résiduelles, des sacs jaunes pour les emballages, et la gestion des déchetteries. Ça couvre l'ensemble. On est bien d'accord. Alors après, effectivement, il y a des problèmes de dépôts sauvages, mais qui existaient aussi avant. On les a toujours sur les points d'apport. On les a toujours sur les points d'apport volontaires pour le verre et le papier, ça c'est clair. Donc ça c'est le rôle de la CCEG de nettoyer régulièrement. Mais après c'est un problème, c'est un manque de civisme parce qu'en fait, ça coûte le prix d'un salarié.
On a un salarié à RDG qui passe son temps à effectivement nettoyer des points d'apport volontaires. Donc si les gens étaient plus civiques, on économiserait déjà un salaire. Certes, mais les gens qui font ça, c'est pour éviter d'avoir une nouvelle fois déposé leur conteneur. Ben, j'en suis pas persuadé parce que nous on a regardé un petit peu le nombre de fois où les gens mettent leur bac de denrées ménagères à la collecte. Et vous savez que dans la redevance incitative, vous avez une part fixe, qu'on ne peut pas réduire parce qu'il y a des coûts de structure, et puis il y a une part incitative en fonction du nombre de fois où on le met. Et dans la part fixe, vous avez 12 collectes dans l'année. Il y aura en gros une par mois. Il y a des gens qui ne le mettent qu'une ou deux fois. Donc à partir du moment où ils payent 12 fois, et qu'ils le mettent au moins 12 fois, c'est pas la peine de brûler, puisque de toute façon, ils payent 12 fois. Donc là c'est de la communication. C'est de la communication qu'on a encore à faire. Sinon, il faut rendre l'argent à ceux qui mettent moins, sans brûler les déchets dans leur jardin. Mais tout ça, ça va évoluer. Parce qu'effectivement, au départ, on a mis 12 levées dans la part fixe. On aurait pu mettre 6. On s'est dit 6, tout le monde ne va pas y arriver. Ah, voilà, mais tout le monde ne va pas y arriver. Une famille, 2 enfants, avec des bébés. Oui, mais sauf qu'il y a des gens qui font très bien le tri, qui font très bien le compostage, qui arrivent à mettre 6 fois par an, mais tout le monde n'y arrive pas. Après, celui qui est en appartement, là sur les quais, c'est ça, le compostage. Ah oui, non, oui, mais il y a plusieurs formes de compostage. Donc on s'est dit, on va mettre 12 fois dans la part fixe. Et puis après, au fil du temps, au fil des années, on va peut-être faire évoluer. Et puis on sait qu'à un moment donné, on a vu que les gens, la plupart des gens qui font bien le tri, qui font bien le compost, etc., ils mettent une fois toutes les 3 semaines. À un moment donné, on va demander, on va se rapprocher, ça c'était un projet, un objectif qu'on s'était fixé, je me rappelle. On s'était dit, on va demander à la préfecture d'assurer la collecte des ordures ménagères tous les 15 jours de toutes les semaines. On est obligé de faire une demande, et c'est une dérogation qu'on nous donne tous les ans, etc. C'est un projet sur lequel on travaille. À partir du moment où on va passer à cette collecte tous les 15 jours, il faudra revoir aussi la tarification. Donc tout ça, ça va évoluer. C'est parce que j'ai ressort effectivement de certains habitants qu'on a pu rencontrer, c'est il n'y a pas assez de ramassage de nos poubelles, ça coûte trop cher. Voilà, en gros, c'est les 2 phrases qui ressortent. Ça coûte trop cher, pas assez de ramassage. Alors, est-ce que c'est pas un défaut de communication aussi, parce que vous avez été le monsieur poubelle, excusez-moi. Oui, j'assume. Franchement, il y a eu un problème de communication. Vous parlez des réunions publiques houleuses, mais c'est bien au-delà de ça qu'on a les réunions publiques. C'était houleux. Il y a eu des conséquences. Les gens étaient très très mécontents. Et le message n'est pas passé quand même. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, sur le moment, effectivement, ça a été très houleux. Si on avait expliqué que le principe de la redevance incitative, ça passait bien. C'est à partir du moment où on a publié, on a communiqué une première tarification qu'on avait appelée indicative. Parce que c'est vrai, on partait de zéro, donc il fallait bien. Alors c'est le mot indicatif qui n'a pas été très, très bien entendu. Donc c'est là que c'était difficile. Mais moi je connais une autre intercommunalité où effectivement ils ont communiqué, ils ont fait des réunions publiques sur le principe de la redevance incitative, et ça pose jamais de problème sur le principe. Sauf que ils ont mis la tarification en place, ils ont communiqué sur la tarification qu'après la mise en place. Et après, ils ont eu leur réunion publique houleuse après la mise en place. Donc tout ça, ça revient au même. C'est le fait d'avoir fortement changé, je pense, les habitudes des gens, qui aujourd'hui est très difficile pour les élus à expliquer. Parce qu'avant, on mettait tous nos déchets dans la poubelle, on se posait jamais de questions. Personne ne savait où aller. Le site de Tréfieux, pour nous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens encore qui ne connaissent toujours pas, malgré toutes les physiques qu'on organise. Mais on découvre maintenant qu'il y a un producteur de miel juste à côté du site. Oui, tout à fait, oui. Il y a des ruches qui ont été installées. On le voit, ceci dit, dans plusieurs études, vous parlez de redevances incitatives, etc. Les Français sont quand même disposés à mieux faire le tri de leurs poubelles. La seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est mettre la main à la poche. Alors, est-ce que vous êtes pour une écologie punitive dans ce cas-là, à l'instar de Ségolène Royal, notre ministre écologique, et elle est contre une écologie punitive? En tout cas, dans la parole. Moi, je crois pas. Justement, la redevance incitative, c'est pas une écologie punitive. Ça ne peut pas être gratuit. Ça, c'est clair. Ça ne peut pas être gratuit. Je veux dire, il faut bien payer des rippers, il faut payer des chauffeurs, etc. Donc, il y a forcément un coût. Mais à partir du moment où c'est incitatif et les gens vont dans le sens qu'on a donné, les gens payent moins cher. Donc, quelque part, ils participent effectivement. Est-ce que ça revient pas à ce que l'on disait, un problème de communication, valable pour peut-être nous ici à la CCEG, mais j'imagine dans d'autres communautés de communes, peut-être de l'État également, sur ce fonctionnement-là. Alors, il y a un problème de communication, pas forcément. Je veux dire, à toujours un moment où il faut mettre en place un projet, que ce soit pour la redevance incitative ou un autre projet, et on va communiquer après. Après, moi j'ai des gens qui sont venus poser des questions sur la redevance incitative. Manifestement, ils n'avaient jamais lu
la revue d'Hervé Gem. Ça aussi. On a l'impression qu'il y a des revues, si on ne les lit pas, effectivement, ça va être bien. On est dans l'instantané, en fait, Et les gens sur, pas, au niveau du coût, il y a eu un coût plus élevé. C'est vrai pour les personnes, alors malheureusement, qui n'ont pas forcément les revenus les plus élevés, notamment ceux qui habitent dans les logements sociaux, les logements des bailleurs sociaux. Là, effectivement, il y a eu une augmentation. Mais j'ai rarement vu ces gens-là venir en mairie. Moi, j'ai reçu, au moment de la mise en place de la redevance incitative, des gens venir en mairie, me téléphoner. Ils venaient en mairie le samedi matin, je leur dis, vous revenez, alors à l'époque c'était en 2013, vous revenez avec votre avis d'imposition aux taxes foncières 2012. Parce que là, on avait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et on les recevait, je leur disais, voilà, vous payez la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Maintenant, on va calculer votre redevance incitative si vous mettez votre poubelle toutes les 3 semaines. Et souvent, c'était moins cher que la tonne, c'est normal. Mais personne n'avait fait le calcul. D'ailleurs, j'entends très peu aujourd'hui. Les associations qui sont très fortement manifestées dans les réunions publiques en 2012, moi je les entends pas aujourd'hui. Vous pensez que c'est aux citoyens aussi de venir de se responsabiliser finalement et de venir vers vous ou au moins vers la communauté commune pour poser de bonnes questions? Bah oui, puis en plus, en termes de planification, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait une taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la taxe foncière basique. Aujourd'hui, souvent, moi j'entends les gens dire, alors à l'échelle nationale, je vais parler, on paie des impôts, on ne sait pas à quoi ça sert. La redevance incitative, qui n'est pas un impôt d'ailleurs, c'est une redevance. La redevance incitative, au contraire, on sait à quoi ça sert. Oui, parce qu'on sait à quoi ça sert. On sait à quoi ça sert, donc c'est un intérêt. Si on payait toujours nos impôts, si on avait un impôt pour l'éducation nationale, pour la défense, etc., les gens seraient beaucoup plus coopératifs. Ça aurait un sens. Ça aurait plus un sens. Un autre vaste sujet, s'il en est, Jean-Paul Naud, qui concerne toujours la communauté de communes, puisqu'on est dans ce sujet-là, c'est l'habitat. Alors, en réalité, il y a beaucoup de choses à vous dire en matière d'habitat. Moi, j'ai eu le spécifiquement à notre environnement. Vous allez voir, Je viens moi sur le conseil municipal du 26 janvier 2015 de Notre-Dame-des-Landes, d'accord, où l'avis sur le projet du second programme local d'habitat d'Hervé-Gem a été présenté et est revenu défavorable par votre conseil. Alors pas défavorable, on a une abstention. Moi j'ai émis un avis défavorable. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on n'a rien absolument contre le deuxième plan, le deuxième PLH, le deuxième plan local pour l'habitat, puisque à l'époque en 2006 on avait voté le premier. Oui. Sauf que dans le PLH, il y a un objectif de logement. On est bien d'accord, c'est un objectif, on n'est pas obligé de l'atteindre, mais à Notre-Dame-des-Landes, on doit à peu près, on s'est fixé un objectif d'environ 20 logements par an. Sur la période 2006-2012, on est plutôt à 13 ou 14. Donc peu importe, ça n'est qu'un objectif. Donc on reprenait ces objectifs dans le deuxième PLH. Sauf que moi j'ai un problème. Aujourd'hui j'ai un système d'assainissement collectif qui arrive à saturation. Je dois donc construire une nouvelle station d'épuration. Et là c'est long. C'est pas que c'est long, c'est que ceux qui ont construit des stations d'épuration il y a 3, 4 ans, 5 ans, ils avaient 70% de subvention. Aujourd'hui, si je construis une station d'épuration, j'ai 30%. Et comme sur les 800-850 foyers de Notre-Dame-des-Landes, il n'y en a que 320 qui sont reliés à l'assainissement collectif, le coût de la station serait supporté uniquement par ces 320 foyers. Donc clairement, c'est impossible. Donc moi ce que je demande, c'est qu'à l'échelle de l'intercommunalité d'Hervé-Gem, on puisse travailler ensemble sur l'assainissement collectif de façon à doubler le coût sur une population qui est beaucoup plus large. Donc voilà. Et donc, mais après, aucun problème pour approuver. C'était surprenant, sachant que seul souci solaire avait été pris justement au sein de l'Hervé-Gem. Oui. Donc là, c'était étonnant quand le conseil municipal. Mais on l'avait dit en conseil communautaire, les élus de Sucé s'étaient manifestés contre le PLH. Et moi, j'avais expliqué également qu'on a ce problème d'assainissement collectif. Et je trouve que c'est un problème grave aujourd'hui parce que sur l'assainissement collectif, il n'y a plus aucune subvention possible. Il y a l'agence de l'eau, mais sinon, les contrats de territoire avec le conseil général, c'est terminé, etc. Et il va bien falloir trouver une solution à un moment donné sur ce sujet-là. On va quitter la CCEG maintenant et puis on va parler un peu de vous, de votre élection, de votre commune. Je le disais en début d'émission, Jean-Paul Naud, vous en êtes à votre second mandat, réélu en avril 2014 avec 51,36% des voix face à Ronan Le Layec, avec par contre une abstention de 37,39% pour une commune d'un peu plus de 2000 habitants. Les 2000 habitants ne votent pas évidemment, il y a 15 530 inscrits.
Et sur les 1530, il y en a 958 qui ont voté, avec une abstention sur ça de 572 habitants, citoyens qui n'ont donc pas été votés. Est-ce que vous pensez que l'abstention est un problème très grave pour nos démocraties, pour le fonctionnement démocratique? C'est un problème non seulement grave, c'est un problème très grave. Alors, c'est pas spécifique à Non, Notre-Dame-des-Landes, on n'avait pas. Alors, c'est pas un bon taux, c'est un taux d'abstention beaucoup trop élevé. Il y avait des taux même au municipal, il y avait des taux qui étaient encore plus élevés, mais c'est pas. C'est un taux trop élevé, bien sûr, mais c'est un problème très très grave. Comment on fait pour remonter ça? Comment on redonne envie aux électeurs d'aller voter? Comment on donne envie aux électeurs d'aller voter? Voilà, c'est un peu la question, effectivement. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, je n'ai pas forcément la réponse. Ça sous-entend qu'il y a des fortes inquiétudes de la part de nos administrés, alors toujours au niveau local comme au niveau national. Et que ils y croient plus. Moi je pense qu'il y a des fortes inquiétudes, ils ne savent pas trop où on va, il n'y a peut-être pas une direction au niveau national en disant le pays, la nation va aller dans telle direction. Il y a un manque de repères sans doute. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un Cahuzac qui planque son argent en Suisse, un Sarkozy qui a 14 affaires aux fesses, même si rien n'est encore joué là-dedans, et sans parler de Guéant, d'Hortefeux, de Guérini dans le sud, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas quand même une image qui dit aux gens, bon, ça suffit quoi. Effectivement, il y a la position de certains élus nationaux qui pose problème, effectivement, tout à fait. Sans parler de la Brieux, Thévenoud, etc. Oui, tout à fait, non, là-dessus, on peut citer tous les... il y en a trop. Voilà. Justement, les élus communaux, les élus sur les territoires, devez-vous avoir des biais autres pour faire venir les gens? Ça veut dire que votre programme n'est peut-être pas assez ou séduisant ou proche des habitants, tout simplement. Le programme de Notre-Dame-des-Landes? Ou des élus locaux en général. Des élus locaux en général. Erdégève, la population qui sont quand même très loin des préoccupations d'Erdégève. On ne s'y dit pas, on ne le fait pas. Donc voter pour quelqu'un, c'est bien. Alors en général, dans une mairie, on vote pour quelqu'un qu'on connaît depuis 7 ans, etc., qui a fait partie des associations, etc. Mais vraiment pour un programme, qu'est-ce que vous pouvez faire justement? Parce que là, Philippe parle effectivement des dérives politiques. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, une commune de 2000 habitants, c'est pas de la politique. Non, c'est de la gestion. Et puis, si vous avez lu mon programme que j'ai présenté en 2008 et puis celui de 2014, je veux dire, c'est vraiment de la gestion, c'est des choses très concrètes. Je parlais tout à l'heure du pôle enfance-jeunesse, on l'avait mis dans le programme, on est en train de le réaliser. L'extension de l'école, ça va être la même chose. Il y a un certain nombre de projets très très concrets. Alors on me dit par exemple, vous connaissez le bourg de Notre-Dame-des-Landes, on me dit que c'est vrai que c'est un bourg un peu mort, il y a tout l'aménagement du centre-bourg à refaire. C'est vrai, notamment les voiries, donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que moi j'ai choisi, compte tenu toujours des possibilités budgétaires, j'ai choisi de réaliser d'abord un certain nombre de services, et puis après on pourra passer à l'aménagement du bourg. Concrètement, alors c'est peut-être pas moi qui le ferai, ce sera peut-être après mon successeur, on n'en sait rien aujourd'hui. Donc on a un certain nombre de services qu'on est en train de réaliser. Après sur l'aménagement du bourg, on est en train de travailler c'est la phase étude aujourd'hui. Il y a un certain nombre de possibilités dans le bourg de Notre-Dame-des-Landes. C'est une commune jeune avec des voiries très larges. Il y a beaucoup de terrains disponibles dans le bourg. Donc il y a plein de choses à faire dans le centre-bourg de Notre-Dame-des-Landes. Et tout ça, c'est des études. Et vous savez qu'aujourd'hui, sur un projet, les études sont toujours plus longues que la réalisation. Donc concrètement, on fait certaines choses comme la maison des jeunes, le pôle enfance-jeunesse. En même temps, on est en train de faire des études sur l'aménagement du centre-bourg et pour lesquelles les habitants de Notre-Dame-des-Landes sont associés. Vous faites la part belle à votre opposition, parce que justement, Philippe le rappelait, vous avez été élu dans un mouchoir de poche. Est-ce que l'opposition a droit de citer quand même dans les différents dossiers? Il n'y a pas d'opposition, de majorité d'opposition où on l'entend dans une ville plus importante. Nous, comme effectivement, comme il y avait peu d'écart entre les deux listes, j'avais offert, moi, un poste d'adjoint, j'étais d'accord avec tous les membres de ma liste. On avait offert un poste d'adjoint à la liste minoritaire. Et puis on avait pris un principe aussi avant les élections dans ma liste, avec les membres de ma liste, c'est qu'on était soit adjoint, soit délégué communautaire, de façon à pouvoir donner des possibilités d'action à plus de membres dans la liste. Donc c'est ce qu'on a offert également à la liste de Ronan Le Maillot. Une espèce d'union locale. Et donc vous le savez, c'est Caroline Leclerc qui a pris un poste d'adjoint. Voilà, ça se passe très bien aujourd'hui. Je veux dire, on est d'accord sur les on travaille beaucoup sur une commune de Notre-Dame, on est toujours un peu dans l'urgence. On travaille toujours un peu dans l'urgence, donc on a les mêmes urgences, c'est pas de souci. Forme, comme je disais, d'union locale, pour le coup d'union nationale,
Vous êtes dans une espèce d'union locale. Oui, tout à fait, oui. Qui se passe très bien, comme quoi. Oui, comme ça, oui, tout à fait. Oui. Vous avez été élu sans étiquette, même divers. Jean-Paul No, pensez-vous que le concept droite-gauche est complètement obsolète en fait? C'est difficile à dire aujourd'hui. Si le concept de droite-gauche est plutôt jugé à l'échelle nationale. C'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, la plupart des grands projets sociaux ou sociétaux, aussi bien effectivement, j'allais dire l'UMP que l'UPS, sont pratiquement d'accord sur tous les grands sujets sociétaux. C'est une partie de l'UMP, oui. le mariage pour tous, par oui, exemple. Voilà, après il y a des types. Voilà, tout à fait. Mais si on prend les gens du mariage pour tous, ça a été transversal. Ouais. Il y en avait aussi à gauche. Il y en a qui n'étaient pas d'accord à gauche, il y en a qui n'étaient pas d'accord à l'UMP, mais effectivement, il y a aussi des parlementaires du PS et de l'UMP qui ont voté pour. Donc il y a moins d'écart. Alors après, ce clivage, il est plutôt historique. Ce sont des partis qui existent depuis très très longtemps. Alors peut-être que ça sclérose un peu le débat national, parce que finalement, il n'y a que ces deux partis qui sont en possibilité d'arriver au pouvoir, et qu'on va rester pendant longtemps encore comme ça. Sachant qu'il y a 200 partis politiques en France, de mémoire il y en a 200, et sur les 200 de mémoire encore, il y en a 53 qui sont subventionnés avec vous les connaissez mieux que moi parce que il y a encore de la marge. Là, on arrive sur les départementales, excuse-moi Philippe, on arrive sur les départementales. On a eu un petit article récemment dans la presse expliquant qu'il y allait avoir une liste Front National pour tous les cantons. Alors effectivement, j'ai su ça très récemment, c'était ce week-end, je crois vendredi samedi, où j'ai su que sur le canton, que je ne connais pas maintenant du canton de Meurthe-sur-Erne, sur le canton de Meurthe-sur-Erne, il y aurait une liste Front National, effectivement, mais j'en sais pas plus, je ne connais pas les... Et ça, c'est l'expression de la démocratie aussi ou pas? Moi je dirais oui, c'est l'expression de la démocratie, effectivement, ce sont des gens qui se présentent régulièrement aux élections. Après, si c'est un parti qui devait être interdit, ça allait faire prendre ses responsabilités d'interdire. Moi, après, on n'est pas C'est comme les zadistes, ça allait faire prendre ses responsabilités. Oui, à ce niveau-là, c'est trop des mauvais calques qu'on va interdire un parti politique. Ouais, non, ça va être un peu difficile. Effectivement, je voulais juste rebondir sur le mariage pour tous. Vous l'avez célébré, vous, à notre indépendance? Non, alors des mariages, j'ai célébré des mariages hommes-femmes, mais jamais de mariage homosexuel. Non, parce que j'ai pas eu de demande. Oui, c'est ça, mais ça ne vous posera pas de problème je vais vous dire, comme on n'a jamais eu de demande, on ne s'est jamais posé la question avec nos adjoints, etc. On ne s'est jamais posé la question. Par contre, s'il y a une demande, on se posera, à ce moment-là, on se posera la question. Je disais, vous êtes sans étiquette, Jean-Paul No, mais c'est-à-dire que vous êtes où, en fait? Pourtant, j'imagine que vous allez voter ou vous êtes pas au présidentiel, vous forcément vous mettez un bulletin droite, gauche, centre, extrême gauche, extrême droite dans l'urne. Est-ce que c'est pas un peu facile cette histoire de sans étiquette? Est-ce qu'on ne se cache pas un peu finalement derrière ça? Non, je pense pas que ce soit le fait de se cacher. Comme je le disais tout à l'heure, comme quand on est élu local, et si on veut rester élu local, qu'on n'a pas forcément d'autres ambitions, c'est pas de la politique, c'est plutôt de la gestion. Donc quand on fait faire de la gestion, le fait d'être sans étiquette, ça ne me dérange pas du tout. Non, à partir du moment où vous l'assumez. Je veux dire, sur une commune de 2000 habitants, je veux dire, quand on construit une école, une médiathèque, il n'y a pas de médiathèque de droite ou de gauche, ce sont des projets qu'on réalise pour le bien-être de nos habitants. Il n'y a pas forcément un besoin d'avoir une étiquette politique derrière. Après, si effectivement on veut devenir député ou sénateur, effectivement, je pense vous devez être au centre, en fait. Voilà, il faut se positionner. C'est un peu ça, en fait. Non, il faut se positionner. En préparant l'émission, j'ai vu quelque part que pour votre premier mandat, quand vous avez fait votre liste, la condition c'était d'être plus à l'aéroport. C'est un faux ou un faux? Ah non, c'était vrai. À l'époque, en 2008, effectivement, j'avais bâti une liste qui était clairement anti-aéroport. Et tous les membres de la liste s'étaient prononcés contre l'aéroport. En 2014, la situation était un petit peu différente parce qu'effectivement, l'aéroport, depuis un an et demi, on n'en parlait plus trop. Donc, dans la liste actuelle, je pense qu'il y a une majorité de gens qui sont contre l'aéroport, mais il y en a aussi qui ne sont pas contre. D'accord. Une dernière question a été sur ce sujet-là, sur la commune, sur Jean-Paul No. Ce Jean-Paul No, oui, vous êtes donc à votre deuxième mandat de maire, deuxième mandat de vice-président à la FGR. Oui, tout à fait. Vous dessinez, vous faites partie de ces gens qui dessinent le territoire. Et quel est le territoire que vous laissez au fil? Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre au territoire?
Alors, À nos enfants aussi d'ailleurs. Alors, le territoire d'Erdrégel, c'est un territoire qui a des atouts, on est proche d'une agglomération. Et j'en reviendrai à la notion d'étalement urbain dont on a discuté tout à l'heure. Je pense qu'il faut travailler avec les gens de l'agglomération pour éviter justement cet étalement urbain. Je pense qu'on peut continuer à se développer, j'allais dire d'une manière raisonnable, mais en conservant des terres agricoles, des zones naturelles. Quand vous dites agglomération, on parle de Nantes. Je parle de Nantes, l'agglomération nantaise, pas la ville de Nantes, l'agglomération. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les élus, il faut qu'on travaille pour éviter que l'agglomération nantaise continue à grappiller des terres au nord, au sud, etc. Et je pense qu'il y a des moyens, il y a aujourd'hui des moyens de le faire. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Je crois que le territoire a une vraie identité encore agricole ou pas? Ah oui, tout à fait. Notre-Dame-des-Landes, oui, c'est sur la Témoin. Alors, les communes du sud du territoire qui sont plus proches de l'agglomération, effectivement, il y a une pression foncière plus forte. Mais quand on prend les 51 000 hectares d'Erdrégel, il y en a quand même une grande majorité aujourd'hui qui sont en zone naturelle et en zone agricole. Alors, on ne va pas s'arrêter, on va continuer à se développer, mais si on le fait d'une manière raisonnée, on pourra conserver nos territoires actuels, nos paysages actuels et nos terres agricoles actuelles. Parce que l'agriculture fait aussi partie de l'économie. Ouais. Pourquoi pas rentrer à terme dans notre métropole? Bon, peut-être pas pour Notre-Dame-des-Landes, mais je sais que certains élus qui leur posent la question, pas. Je pense que on fait partie du pôle métropolitain. Donc on discute avec les élus de la métropole parce qu'on fait partie du pôle métropolitain. Pour rentrer dans la métropole, je pense pas que ce soit d'actualité. Il y a quelques années, il y a Trélière qui a fait un référendum et les gens se sont prononcés contre. Donc je pense qu'aujourd'hui, je dirais que le territoire d'Erdrégel a un bel avenir. On gagne quand même pas mal d'habitants tous les ans, à peu près une moyenne de 1000 habitants par an. On est à 56 000, on arrivera rapidement à 60 000 habitants, donc je pense qu'on se développe bien par nous-mêmes. Et je pense que c'est un territoire qui peut se gérer. On a encore une échelle humaine. Est-ce que tu voulais peut-être une dernière question? Une dernière question, excusez-moi, Erdrégel. La politique de Yvon Lerat, économie et mutualisation, un mot. C'est bien le devenir du territoire? Oui, tout à fait. Il faut encore travailler sur le développement économique parce qu'on a encore des possibilités de développement de zones d'activité, sans toucher forcément aux terres agricoles et sans toucher à l'agriculture. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis la mutualisation, on y va de plus en plus parce qu'effectivement, il va falloir retrouver des marges de manœuvre sur nos dépenses de fonctionnement, essayer de faire parfois des choses ensemble pour que ça coûte moins cher et qu'on puisse garder des marges pour des investissements. Merci, c'est très bien, en temps et en heure. Jean-Paul Hulot, est-ce qu'il y a une figure politique récente que vous admirez? Et je précise bien récente, puisque la plupart des hommes politiques à qui on pose la question, en local ou en national, d'ailleurs, nous disent Charles de Gaulle et Napoléon. Alors, c'est un peu tout est récent, mais voilà. Alors moi, ce ne serait pas Napoléon, non forcément. Alors récente, c'est-à-dire encore vivante en fait, deuxième moitié pas forcément. Deuxième moitié du XXe siècle. On ne monte pas jusqu'à De Gaulle non plus. Là, vous me prenez de court, j'ai pas forcément réfléchi. Quelqu'un comme Georges Pompidou, le président. On va passer à des sujets un peu plus lourds, si on peut dire, enfin en tout cas qui ne concernent pas la communauté de communes d'Erdrégel. Hier, ce week-end, plutôt le samedi 14 février à Copenhague, 2 personnes sont mortes, 5 personnes ont été blessées par une personne auteur de 2 attaques, qui lui-même a été abattu dimanche matin par la police danoise. 2 personnes soupçonnées d'être ses complices ont été arrêtées et inculpées ce matin, ce lundi. Donc on a les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier, Copenhague maintenant. Vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait assez de choses pour combattre ça? C'est quelque chose qui est très difficile à combattre. D'abord parce que les démocraties sont fragiles, puisqu'on a beaucoup de liberté. On a la liberté de penser, de parler, d'écrire, de dessiner, la liberté de se déplacer. Et donc effectivement, quand on a affaire à ce genre de terrorisme, c'est très très difficile de le combattre. Alors il va falloir y mettre tous les moyens, il va falloir le faire ensemble. Je pense que ce n'est pas la France toute seule qui va le faire, ou la part toute seule. C'est au niveau européen qu'il faut, même au niveau mondial, parce que les terroristes qui agissent chez nous par le biais des attentats qu'on a connus à Charlie Hebdo et puis ce week-end au Danemark, on le retrouve d'une manière encore plus grave en Afrique avec Boko Haram, etc. Donc il y a tout un islamisme radical à combattre. En France, il y a une population musulmane qui fréquente les mosquées et qui exerce sa religion d'une manière tout à fait raisonnée. Et à côté, effectivement, il y a des gens qui veulent imposer leur façon de penser. Et c'est cette frange-là qu'il va falloir combattre, mais d'une manière très forte, effectivement.
sans que ça joue forcément sur les populations à côté. Vous lisez Charlie Hebdo? Non, je connaissais Vous l'avez découvert le mois dernier? Charlie Hebdo, je connaissais bien, je connais bien Charlie Hebdo, mais alors, je me souviens quand j'étais plus jeune d'avoir découvert Harakiri, mais c'est vrai, depuis que c'était devenu Charlie Hebdo, j'avoue que j'avais pas forcément lu Charlie Hebdo. Vous êtes procuré du numéro posthume ou pas? Non, même pas. Non. On va terminer avec une petite question un peu plus légère. Vous faites quoi le dimanche, par exemple, un dimanche ordinaire à 17h? Qu'est-ce qui se passe chez vous? À 17h, soit j'ai de la famille à la maison, soit j'ai des amis, ou si je n'ai pas de visite, quand je m'occupe par des lectures. Question pour ça, un peu pour dire comment vous faites pour sortir de la politique, un peu pour... le dimanche après-midi, oui. Non, le dimanche matin, je travaille. Ouais. Le dimanche matin, je travaille à la maison, les dossiers de la commune ou de l'intercommunalité. Le dimanche après-midi, c'est plutôt réservé à la famille. À partir du déjeuner du midi, après l'après-midi, c'est réservé à la famille. Voilà. Alors justement, une autre question, genre une question idiote. Vous êtes plutôt Joséphine Ange Gardien ou Esprit criminel? Alors ça, ce sont 2 émissions de télévision, je suppose. 2 séries, bien, Deux déjà. séries. Non, mais j'avoue que je les ai jamais vues. Non, vous regardez pas la télé? Très rarement. Très rarement. Très rarement. Et ce serait plutôt série française, série américaine? Non, Ou pas du tout de série? Pas forcément de série. Et puis, la dernière fois que j'ai regardé la télévision, je ne sais plus laquelle. Je sais plus quelle émission j'ai Ce sera regardé. zaptique dans quelques jours. Non, si j'ai un moment, je fais plutôt lecture, moi. Et puis, C'est quoi votre dernier livre d'ailleurs? alors là, je viens de lire le livre que je viens de terminer, c'est une biographie de Théodose, qui était un empereur romain du IVe siècle. Et puis là, je suis sur un livre de Yves Coppens, Vous aimez l'histoire? un paléoanthropologiste. J'ai beaucoup lu Yves Coppens parce que je suis un fan d'archéologie, D'accord. puisque je l'ai fait à titre non professionnel, bien sûr, pendant une quinzaine d'années, avant de venir habiter dans la région nantaise. Vous êtes où d'ailleurs avant? Moi, je suis originaire de la région de Cholet. D'accord. Donc, j'ai fait des fouilles archéologiques pendant une quinzaine d'années dans la région de Cholet. Dans ce point-là. Et je reste intéressé, donc je lis beaucoup. Pour conclure, est-ce que vous aimez les desserts, éventuellement? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, je suis plutôt dessert. Oui. Ouais, gâteau nantais, vous connaissez un peu la recette? Non, pour les recettes. Non, ça non. Moi, je déguste. Vous cuisinez? Madame qui cuisine. Je ne fais pas la cuisine. Cuisinez pas. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Paul Naud, d'être passé sur notre plateau et puis d'avoir répondu à nos questions. On se retrouvera peut-être une prochaine fois dans les Zaptiques, puisque l'aéroport... un projet, quoi. Oui, c'est toujours un projet et peut-être qu'on en reparlera à un moment donné, effectivement. Avec plaisir, En merci. direct du Landart. Bah, et pourquoi pas. Bah voilà, tout à fait. incroyable, ça, Ouais, tout à fait. Et pourquoi pas, on sera amené à se revoir. En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul Naud. Merci. Merci Maïté, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. encore au Quai 101 de nous accueillir si chaleureusement ici, même si le temps dehors n'est pas forcément très chaleureux aujourd'hui. On se retrouve très vite avec Maurice Perrion, monsieur le maire de Ligné, qui sera notre prochain invité. Et puis donc à très vite sur Télé sur Erne et sur les Zaptiques. Merci à vous de nous avoir suivis.